Bonjour, Ou bonsoir. bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science. Mais pas trop longtemps. Juste le temps d'un lapin. Maintenant que vous savez à peu près qui nous sommes, ou que vous allez aller rapidement rattraper ça sur le blog, dans la rubrique Qui sommes-nous, on va pouvoir se lancer sur le premier cas clinique d'une longue série. C'est Vincent qui va nous parler d'une situation à laquelle il a été confronté dans son quotidien. Si vous vous posez des questions en termes de respect de la confidentialité et du secret médical, vous trouverez plus de détails dans la rubrique avertissement sur le blog. Sachez qu'en tout cas, nous ne partageons aucune situation reconnaissable sans l'accord du patient qui dispose d'un droit de rétractation sur les données qui sont partagées. Alors Vincent, est-ce que tu peux nous parler de la situation que tu as choisie ? Je dirais que c'est presque la caricature du patient que j'ai l'habitude de voir par rapport à des douleurs persistantes. Donc c'est une patiente, on va l'appeler Margot, que j'ai commencé à voir au début de l'été. Margot consulte en kiné parce qu'elle a des douleurs lombaires qui durent depuis 2010 et qui sont permanente. On commence comme d'habitude, donc la patiente s'installe comme elle veut, et puis là tout de suite elle dit je vois que vous regardez comment je suis installé, je me tiens pas bien, c'est ça. Donc il a fallu la mettre un petit peu à l'aise. J'ai tendance à les laisser rentrer dans la salle, leur dire installez-vous, et je les regarde aller. Donc elle s'était installée sur la chaise et puis un petit peu le dos relâché. Ouais. Et quand elle a vu que je la regardais, tout de suite elle s'est redressée. Elle a eu peur que tu te fâches ? Elle a probablement eu peur des remontrances, qu'elle attend toujours d'ailleurs. C'est pas une brute. Non. Je suis déçue. Jamais au début. J'attends 20 minutes. Donc une fois Margot installée de la façon qui lui convenait, je lui demande de me raconter ce qui lui arrive. Et là elle commence par me dire qu'en 2000 elle est rentrée dans une grosse société grenobloise avec un emploi où elle assemble des pièces et où elle porte des charges, mais sans évoquer de soucis particuliers, tout va bien. Et en 2004, en hiver, elle glisse sur une plaque de verglas et elle se fait une fracture du sacrum, pour laquelle elle est arrêtée de travailler pendant à peu près 6 mois. D'accord. Elle va parler du début de ses douleurs au niveau des lombaires. C'était en 2010. À ce moment-là, elle va voir son médecin. Le médecin lui prescrit une IRM et cette IRM met en évidence une hernie discale entre L5 et S1. Évidemment. Donc, constatant ça, son médecin l'envoie chez un rhumatologue qui lui prescrit le port d'un corset pendant 6 mois pour stabiliser tout ça. Ah oui. Voilà. D'accord. Donc déjà on s'écarte quand même pas mal, même en 2010, tu vois, on avait les recommandations de 99-2000 sur la lombalgie, on avait déjà fait un pas en arrière ou en avant, je sais pas. C'est quelque chose de fréquent dans ton secteur, le corset, pour stabiliser une hernie ? Absolument pas, c'était la première fois que je voyais ça. C'est la première fois que j'entends. Ouais, autant des infiltrations précoces, j'ai entendu parler, autant des chirurgies très, très précoces alors qu'il n'y a pas de déficit moteur ou neurologique, j'ai aussi entendu parler, j'en ai aussi vu. Ouais. Mais la proposition du corset, elle est assez surprenante. Oui, je suis assez surprise. Donc, ce qui est d'autant surprenant, c'est que Margot, elle décrit une douleur qui est relativement moyenne, qui n'était pas complètement handicapante et qui permettait de faire tout un tas de choses, mais voilà, elle a eu cette prescription de corset et cette douleur, elle est restée à peu près jusqu'à aujourd'hui avec des hauts et des bas. Tu crois que c'est ça qui l'a fait revenir jusqu'aux années 2000 ? Non, je pense que c'est le fait que ce soit un travail à port de charge. Oui, est-ce que elle t'a dit ça dans l'ordre ou c'est parce que c'est toi qu'elle est dans l'ordre ? Alors, elle a décrit tout ça dans l'ordre. Tu as soupçonné le problème du travail de port de charge alors que ça allait très bien en fait. Oui, D'accord. Exactement. C'est impressionnant. C'est impressionnant, d'autant que lorsque on va creuser à l'interrogatoire, elle dit que physiquement, elle est fatiguée à la fin de sa journée, mais qu'il n'y a pas de douleur particulière. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez surprenant, c'est qu'elle a fait le lien entre son entrée dans la société et son accident, sa fracture du sacrum. Ouais. Et il y a un trou entre sa récupération de cette fracture et l'épisode du corset.
Or, pendant ces 6 ans, elle a continué à travailler sans qu'il y ait de soucis. Le port de charge n'était pas un souci, elle s'en inquiétait pas à ce moment-là. Aucun problème pour le dos. Et quand on va chercher du côté de cet emploi, voir si il y a des drapeaux jaunes qui se trimballent, pas du tout. Elle a une bonne entente avec son employeur. Ils font des efforts pour améliorer l'ergonomie sur les différents ateliers pour que le port de charge soit limité, que les ouvriers puissent souffrir le moins possible. Et ce qui l'amène à consulter aujourd'hui, c'est que elle a une douleur référée dans le membre inférieur gauche depuis octobre 2018, que dès que ça a commencé, elle a remis le corset pendant quelques jours pour diminuer les douleurs. Ça a été à peu près efficace. Elle a vu son médecin qui lui a prescrit une cure de cortisone pendant une semaine, ce qui a beaucoup amélioré les douleurs. Mais le problème, c'est que dès le moment où elle a arrêté, la douleur a recommencé, ce qui fait que la cure a été renouvelée pour 15 jours. Et une fois les 15 jours terminés, ça a été beaucoup mieux. Cependant, depuis, il persiste une sensation de, comme elle décrit, un fil électrique sous le pied et une perte de sensibilité au niveau de 3 orteils, une douleur à l'arrière du mollet et des ischio-jambiers. Et l'épisode d'octobre 2018, son origine n'est pas associée au travail. C'est-à-dire que quand on va chercher quand est-ce que les douleurs ont démarré, elle évoque très clairement que c'est une douleur qui est apparue après avoir forcé avec le rachis en flexion. Elle devait enlever le lino, elle a tiré fort dessus, c'était bien collé, et là, elle s'est retrouvée coincée. Voilà, le cas typique du lumbago avec douleur référée dans le membre inférieur. Elle le dit comment, elle ? Elle le constate, elle fait « Ouais, effectivement, c'est vrai que j'ai commencé à avoir mal, mais que c'était pas avec le travail. » D'accord. Quand on interroge Margot sur ce qui aggrave ces douleurs, elle nous dit quand elle se penche, quand elle reste assise longtemps, c'est-à-dire plus de 30 minutes, quand elle est debout longtemps, quand elle doit porter quelque chose, et le pire, c'est quand elle doit se pencher tout en se tournant vers la gauche. Quand elle a un objet à ramasser sur la gauche, là, c'est quelque chose qui fait énormément augmenter sa douleur. Quand en fait, elle met en charge du côté qui est douloureux et ce qu'elle essaye de ne plus faire, parce que toi, tu as constaté qu'elle évitait en fait. Tout à fait. D'accord. Voilà. Et par contre, quand on lui demande qu'est-ce qui améliore ses douleurs, elle nous parle tout de suite que spontanément, elle a eu tendance à mettre un petit coussin là dans le bas du dos. C'est un coussin de canapé qu'elle a mis vraiment tout en bas. Ouais. Elle trouve que ça améliore les choses. D'accord. Se coucher sur le dos, ça lui fait du bien. Quand ça va vraiment pas, elle prend des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ça va mieux pendant 1 à 2 jours. D'accord. Une autre action qui lui permet de soulager ses douleurs, c'est quand elle se suspend, soit à une rampe, soit à un arbre, pour mettre son dos en décharge. C'est vraiment quelqu'un chez qui l'activité physique d'endurance montre quand même beaucoup d'intérêt. Elle s'est inscrite à un atelier de marche nordique, et la marche nordique lui fait énormément de bien. Ah, c'est chouette. Elle nous dit aussi que quand elle fait du renforcement musculaire, elle est bien. Elle a vu un autre kiné précédemment avec qui elle a fait du gainage abdominal, gainage des muscles dorsaux, et elle nous précise même que quand elle ne le fait pas assez souvent, elle se sent fragile. Voilà, elle a besoin de ce gainage pour se sentir résistante face à son mal de dos. C'est ce quand tu dis qu'elle se sent bien quand elle fait du gainage. Le gainage améliore la douleur ou le fait de faire du gainage la rassure? Je pense que c'est plutôt la deuxième option. D'accord. Puisque on n'a absolument pas fait de gainage ensemble. Ouais. Et que tu vas voir par la suite qu'on a quand même réussi à améliorer les choses. Ah, super. Voilà. Ensuite, sur la chronologie des douleurs, elle se plaint surtout d'un dérouillage matinal, et puis de douleurs qui apparaissent en fin de journée. D'accord. Si elle doit prendre la voiture, si elle est assise longtemps, les douleurs sont très rapidement importantes. D'accord. On passe à l'examen clinique, qui met rien en évidence. On n'a même pas un LASEG positif. D'accord. Donc aucun argument en faveur d'une atteinte radiculaire, d'une sciatique. À ce moment-là, s'il y a eu une atteinte radiculaire, elle est plus d'actualité. S'il y a eu une hernie discale avec une inflammation, une irritation de la racine, aujourd'hui elle est passée. Je pense que c'est important pour vous qui nous écoutez de vous rappeler que toute douleur qui descend dans la jambe n'est pas forcément une sciatique. La sciatique étant une douleur radiculaire qui est attribuée à une irritation du nerf, et on a tendance, dans une très grande majorité des cas, à faire le lien entre ces douleurs qui descendent et une irritation du nerf, qui là, en l'occurrence, donc chez Margot, a priori, n'était pas présente. Tu confirmes ? Du moins pas à ce moment-là, et on a testé depuis, et
Toujours rien. Les seuls éléments qui transparaissent à l'examen, c'est une perte de mobilité majeure lorsqu'on lui demande de réaliser une flexion. Ouais. Typiquement, elle est debout, je lui demande si elle peut aller toucher ses pieds. Alors là, tout de suite, on a l'impression qu'on lui a demandé un truc extraordinaire et elle coince à 50 cm du sol avec aucune flexion au niveau du rachis lombaire. C'est vraiment zéro. D'accord. Quand on va tester les mobilités en extension, on constate aussi une perte majeure de mobilité. Rotation, droite, gauche, pareil. Lorsque on va lui demander d'aller faire une flexion, elle va fléchir légèrement et basculer sur le côté droit pour décharger le côté gauche. On a là une belle stratégie d'évitement, de mise en charge. Un rachis qui est pas du tout exploité et ça lui fait peur. La fameuse kinésiophobie. La fameuse kinésiophobie. Toi, à ce stade-là, tu as déjà une idée? Tu as déjà un diagnostic en tête? Alors à ce stade-là, j'ai deux possibilités. Soit on est effectivement avec un problème qui est d'ordre structurel, où elle a quelque chose qui se passe au niveau lombaire, une hernie qui est en train de se résorber, pourquoi pas un modique. Alors, expliquer ce que c'est qu'un modique? Le modique, c'est une inflammation qui se produit au niveau du disque et du plateau vertébral. Ouais. Et on constate qu'il y a une infiltration du matériel discal à l'intérieur de ce plateau. C'est une pathologie qu'on retrouve plus souvent chez des gens qui ont des douleurs lombaires, mais qu'on retrouve également chez des gens qui n'ont pas de douleur. D'accord. Voilà. Les publications scientifiques aujourd'hui sont pas encore très claires là-dessus. On a certains qui infiltrent et qui observent de bons résultats. D'autres chez qui le traitement conservateur obtient aussi de bons résultats. Donc c'est encore une pathologie qui est assez méconnue. Rien ne semblait indiquer chez la patiente qu'on était là-dessus. D'accord. L'autre hypothèse, c'est la survenue d'un épisode de lombalgie comme on en a tous. D'après les statistiques, 80% d'entre nous auront un jour dans leur vie un épisode de lombalgie et que cet épisode est venu se greffer sur un historique important en termes de douleur, spécialement lombaire, et que ça a majoré l'impact dans le temps de l'épisode d'octobre. C'est un peu le diagnostic que j'envisageais à t'écouter, donc je suis content. Bon, tu m'as pas dit si c'était le bon. Alors, toi, tu as suivi quelle hypothèse? Sur quoi t'es parti au démarrage dans ton traitement? Alors, je suis parti sur une approche typée Mackenzie. Je voulais amener Margot à essayer de bouger dans un environnement rassurant et l'encourager à aller chercher ces mobilités qu'elle a peur d'aller explorer. Si on dit à quelqu'un tu fais du Mackenzie, il va dire ouais tu fais des extensions. On a fait des extensions sur la table. Alors très schématiquement, l'extension c'est de faire un mouvement des lombaires vers l'arrière. Allongé sur le ventre, c'est de pousser sur les bras pour vous redresser, ce qu'on appelle parfois position du cobra. Le principe, c'est que c'est un mouvement que Margot ne réalise pas ou pas du tout. Ramener ce mouvement qui manque, ça pourrait permettre, dans le cas où on aurait une préférence directionnelle, à savoir un symptôme qui diminue avec la répétition de ce mouvement, un réel traitement de la symptomatologie. Et donc toi, du coup, t'es parti sur une préférence directionnelle ? Non. Moi, je suis parti voir ce qui se passait avec sa kinésiophobie. D'accord. Centré sur sa région lombaire. Parce que c'est une patiente qui nous décrit qu'elle a quand même beaucoup d'activités à côté. Elle nous parle de marche nordique. Donc, elle a pas peur du mouvement. Elle a peur de bouger ses lombaires. Donc, j'installe Margot sur la table et puis je lui demande de pousser sur ses bras pour décoller le buste en laissant le plus possible son bassin sur la table. Le premier mouvement, on a l'impression qu'elle soulève 4 tonnes. Elle a beaucoup d'appréhension. Au fur et à mesure des répétitions, l'amplitude augmente et elle se surprend à avoir de moins en moins mal. Quelque chose qui est assez fréquent. Surtout quand on rajoute la consigne de ne pas crisper les muscles, de ne pas les contracter au niveau lombaire ou au niveau fessier, mais vraiment d'essayer de se concentrer sur ne pousser qu'avec les bras et de relâcher au maximum le bas du dos. Et très rapidement, on arrive à avoir une amplitude où elle tourne la tête de tous les côtés en train de regarder le bas de son dos en s'étant étonnée de ce qu'elle arrive à faire. On va dire que tu le fais exprès. Non, pas du tout. Pour un premier podcast, une nette amélioration de la mobilité en quelques mouvements. Eh ben, on reviendra sur d'autres cas où je me suis cassé le nez. Merci. Voilà. Il fallait bien essayer de vendre un petit peu de rêve pour vous accrocher. N'est-ce pas? Donc là,
je lui demande de se rasseoir et elle décrit que la douleur dans la jambe a disparu. Il lui reste une sensibilité dans le bas du dos, mais elle décrit plutôt qu'elle a l'impression que le bas de son dos a travaillé et qu'elle est tout étonnée, qu'elle pensait pas du tout être capable de faire ça. D'accord. Du coup, je suis quand même un peu surpris d'avoir une réponse aussi rapide. En 30 secondes, le truc est plié et elle a plus de douleur. Donc je me dis, ça a vachement bien marché en extension, qu'est-ce qui se passe en flexion? Debout, je lui demande d'aller toucher ses orteils. Et là, elle y va et elle a gagné 40 cm. Tu bluffes, Martoni. Non, pas du tout. Ce genre de choses arrive. Elle est abasourdie, c'est beau. Tu restes humble à l'extérieur et tu commences à gonfler un peu les pectoraux dedans. Ah mais à l'intérieur, je jubile. J'imagine. D'extérieur, j'essaye quand même de manifester également une surprise en interrogeant la patiente. On lui demande comment est-ce qu'elle comprend ça. Ouais. Elle dit, elle comprend toujours pas. Il dit, c'est marrant, j'ai fait le mouvement, ça fait des années que je l'ai pas fait, et puis j'y arrive. T'aurais pu lui expliquer quand même. C'est quoi ces kinés qui n'expliquent pas aux gens pourquoi ils doivent faire tel mouvement, hein? Tu crois qu'elle doit faire des exercices? Ah, tu me trolles là. Donc, elle est debout, elle a fait sa flexion, et puis je lui demande de refaire cette flexion, mais cette fois d'enrouler sa colonne au fur et à mesure, comme si c'était un tapis, pour aller chercher le plus bas possible. Ouais. Et là, elle arrive encore à grappiller quelques centimètres, et elle décrit que ça tire beaucoup au niveau des lombaires, mais que c'est pas douloureux. Une sensation qu'elle a pas sentie depuis des années, puisque ça fait des années qu'elle est pas allée chercher si loin. Plutôt le mot est faible, c'est plutôt positif cette première consultation. C'est un bilan qui dure 1 heure. D'accord. J'ai eu le temps de lui laisser dérouler son historique, de revenir dessus, d'essayer de bien comprendre quand arrivait chacune de ces douleurs pour essayer de voir quelle était l'implication de ces activités sur celle-ci. Comment ça s'est passé par la suite du coup? On commence à essayer d'expliquer ce qui se passe. Et elle constate d'elle-même, elle a peur de bouger, elle porte plus rien et fait très attention et qu'elle a peur de rester paralysée. Effectivement, elle est hyper vigilante. Est-ce qu'il faut voir un lien avec le corset qu'elle a porté pendant 6 mois? C'est un peu facile. On a des gens qui développent ce genre de kinésiophobie sans avoir besoin de porter un corset. Est-ce qu'elle le verbalise, elle? Le point de rupture, celui où elle a commencé à faire attention? Pas vraiment. Le premier truc qui est flagrant par rapport à ces douleurs, c'est peut-être l'épisode de 2010. Ouais. C'est une gêne qui, au fur et à mesure, s'est transformée en douleur. L'escalade qu'il y a eu derrière, à savoir la prescription d'IRM qui met en évidence la hernie et le corset, peut-être que là, on a l'accident de parcours. Parce que pour le reste, en termes de rééducation, ça s'est plutôt bien passé. Ouais. On conclut que progressivement, elle va devoir se réexposer à ces mouvements par des mouvements répétés en extension et en flexion, en lui précisant bien que elle ne doit pas tout de suite commencer à aller ramasser un pack de lait sans plier les genoux, comme on lui a appris. Est-ce que tu les chiffres, ces mouvements répétés, toi? En général, j'essaye de les chiffrer en demandant combien les patients se sentent capables d'en faire d'affilée, combien de séries ils pourraient faire dans la journée, combien de temps ils peuvent se dégager pour travailler là-dessus. D'accord. Et avec Margot, spontanément, elle nous dit « je peux faire une série de 100, ça me fait du bien, elle est prête à en faire 100 ». Et donc, il faut un peu modérer son enthousiasme pour éviter qu'elle ne s'irrite trop derrière. Donc toi, tu lui as proposé de faire 20 mouvements en extension, suivi de 20 mouvements en flexion, en enroulant, en essayant d'être la plus détendue possible, puis de nouveau 20 mouvements en extension. Toutes les 2 heures, avec une surveillance de sa douleur. Si sa douleur augmente dans les heures qui suivent une série, elle a le droit soit d'écarter les séries, soit de faire moins de répétitions au cours de sa série. D'accord, sacré programme, hein? Autant de répétitions, je donne pas à tout le monde. Margot, j'ai senti que je pouvais y aller. Elle était prête. J'avais pas tant l'impression qu'elle soit si irritable que ça. Moi, ce que je cherchais à faire, c'était lui montrer que elle pouvait faire 60 mouvements toutes les 2 heures dans des grandes amplitudes. Sans que ça lui fasse mal. Sans augmentation de la douleur. Même en l'aidant à avoir moins mal. Effectivement. Donc on s'est quitté là-dessus. J'ai quand même voulu aller explorer ce qui se passait du point de vue psychosocial. Donc je lui ai fait remplir 2 questionnaires. Un inventaire de la sensibilisation centrale. D'accord. Et le deuxième questionnaire, donc c'est un Start Back Tool. Tu peux me dire rapidement ce que c'est que la sensibilisation centrale et pourquoi tu as choisi ce questionnaire? C'est un phénomène qui veut que le système de la douleur est déréglé, soit parce que les capteurs des situations dangereuses sont trop performants, soit parce que le cerveau associe trop facilement les informations avec une situation dangereuse et donc déclenche ce signal de douleur. D'accord. Je voulais éliminer une sensibilisation centrale parce que elle m'a parlé que de temps en temps elle avait des maux de tête qui paraissaient un peu plus fréquents que ce qu'on trouve habituellement. Donc elle a un score de 34 sur 100, sachant que l'alarme se déclenche à 40.
Ça suffit à exclure ton doute? Pour moi, ça suffit à exclure. Oui. Elle répond plutôt favorablement. Le Start-Back, il évalue le risque qu'un patient devienne chronique. Il comporte 9 questions. Donc au-dessus de 3, il y a un risque de chronicisation élevé, c'est ça? Voilà. D'accord. Plus la douleur a été importante et étendue, plus elle est restée longtemps, plus le risque de chronicité est important. Du coup, le Start-Back, il t'a donné quoi avec Margot? Un score de 4 sur 9, qui était attendu. Du coup, on me dit que j'avais pas besoin de faire le questionnaire puisque tous les éléments qu'elle a cochés ressortent du bilan. Un score de kinésiophobie de Tampa aurait été plus pertinent à l'époque. Est-ce qu'à l'occasion, ça te semble aberrant de lui proposer de le remplir maintenant? C'est quelque chose que j'ai fait récemment sur un CSI. Un questionnaire de sensibilisation centrale. Et que j'ai trouvé assez intéressant. La personne a réussi à me faire le questionnaire dans l'état où elle se souvenait se sentir avant et dans l'état où elle était actuellement, et c'était assez intéressant. Eh ben, c'est une excellente suggestion et je pense que je vais le faire. Bon, parfait. Je la revois quelques jours plus tard, on fait le point. Elle me décrit qu'elle a bien réussi à faire ses exercices, que la douleur a bien diminué, mais qu'elle est encore présente, notamment quand elle reste longtemps assise. Au travail, elle a encore aussi un peu de douleur quand elle doit porter des objets, quand elle doit pousser son chariot un peu lourd. Moi, à ce moment-là, ça a plutôt tendance à confirmer mon diagnostic. D'accord. D'autant que je la vois camper sur sa chaise, bien droite, bien raide. Là vient un truc que j'ai vu faire par, je crois que c'est Wim Dankert. En fait, je lui demande de se relâcher sur la chaise. Je me souviens de ce moment. Il y a Margot qui oscille parce qu'elle est en train elle lâche, puis elle recontracte. On a un peu l'impression que chaque fois qu'elle relâche, elle a peur qu'il y ait une aiguille qui vienne se planter dans son dos, et que comme cette aiguille ne vient pas, elle accepte de se relâcher de nouveau, et elle va un peu plus loin, et puis je la vois elle relâche complètement, et là, encore une fois, elle a un regard de surprise. Elle ne s'attend pas du tout à ne pas avoir mal. C'est un regard qu'on a vu ensemble dans la formation sur la thérapie cognitive fonctionnelle pour la lombalgie, avec la patiente qui s'était présentée chez des gens qui, depuis très longtemps, ont vraiment intégré l'idée que pas s'asseoir droit, c'était dangereux. Quand on les laisse relâcher et s'asseoir de la manière la plus simple et la plus spontanée, il y a une espèce de surprise, d'incrédulité qui est assez terrible à voir parce que pour eux, c'était pas possible. Pour nous, c'est super bien. Du coup, il y a un tel décalage entre leurs attentes et ce qui se passe réellement qu'ils peuvent pas renier le choc. Ça oblige derrière une réaction. Ça fait une sacrée dissonance. Ah mais complètement. Mais on sait que plus la dissonance est violente, à ce moment-là, plus la violation des attentes est importante, mieux ça va fonctionner derrière. J'espère à chaque fois quand je vois ce moment arriver que l'alliance thérapeutique qu'on a mis en place ensemble auparavant, elle est assez solide. Parce que là, c'est vraiment les amener à questionner d'eux-mêmes tout ce qu'ils ont intégré avant. Et c'est des avis de professionnels de santé qui avaient peut-être une aura plus importante que la nôtre, mais c'est souvent aussi des avis de proches, c'est souvent aussi des avis qui ont été entendus à la radio, à la télévision, et ça fait beaucoup d'un coup. Oui, souvent les gens restent un peu incrédules. Ils nous disent voilà, j'ai pas mal, mais est-ce que j'aurai mal dans 2 heures? C'est pour ça qu'on leur dit pas non plus faites ça tout le temps, tout de suite. Au début, il va falloir qu'ils se réentraînent à se relâcher. C'est ce que tu as fait avec Margot, du coup? C'est ce qu'on a fait avec Margot. Alors on a commencé sur la position assise. Là, on essayait de lui dire trouvez la position dans laquelle vous êtes bien, en étant la plus détendue possible. Puis avec les répétitions, elle s'est rendue compte qu'elle y arrivait de mieux en mieux. Et là, elle se dit mais en fait, je suis tout le temps comme ça. Et donc, on essaye de transposer le travail qu'on a fait assis à la position debout. Ouais. Pareil, trouvez la position dans laquelle vous êtes bien, dans laquelle vous avez le juste travail musculaire. Pas comme si vous étiez en train de porter 5 kilos dans chaque bras. Ça a super bien marché. Elle est revenue toute guillerette parce que les douleurs au travail, elle ressentait une fatigue à la fin de la journée, mais elle n'avait pas de douleur. Elle avait fait un long trajet en voiture sans aucune douleur. On a bien insisté qu'elle prenne son coussin. Je lui avais montré comment le rouler de manière à ce qu'il soit un peu plus efficace à la façon des coussins Mackenzie. On avait bien insisté sur le travail qu'elle devait faire pour se détendre dans cette position assise et elle est revenue. Aucune douleur lors du trajet. Elle était complètement ravie. Je suis ravie pour elle. Et moi encore plus, parce que moi j'avais quand même une petite peur qu'elle s'irrite malgré tout. C'est difficile de placer le curseur tout de suite au bon endroit chez des gens qui souffrent depuis longtemps. L'idée, c'est d'en faire le plus possible sans que ça soit délétère. Donc c'est trouver le maximum qui apportera une efficacité sans amener d'effets indésirables. C'est ça. Et je crois que le défaut avec lequel j'essaye, enfin je sais pas si c'est un défaut, la volonté avec laquelle j'essaye de lutter, c'est de vouloir apporter le plus d'améliorations rapidement. Même si la violation des attentes a son importance, mais plus on amène de modifications, plus le risque que ça réagisse derrière est important. Oui.
Donc plus on va vite et plus on risque les fameux phénomènes d'exacerbation. Et alors là, de perdre l'alliance thérapeutique et de perdre le contact avec ce patient qu'on essayait d'amener vers autre chose. Et effectivement, je te rejoins là-dessus. Je parle d'un jeu d'équilibriste. Moi, je dis que Complètement. C'est du funambulisme. Moi, je le vois vraiment comme ça. Je ne sais pas si toi, tu as cette sensation parfois de marcher sur un fil en disant, bon, bah, la limite, elle est peut-être ténue. Et elle va pas forcément être évidente à trouver. Je leur dis maintenant systématiquement en bilan, écoutez, peut-être qu'un jour on en fera un peu trop. À ce moment-là, la douleur va peut-être revenir. Et dans ces cas-là, ne vous inquiétez pas. À ce moment-là, on saura pourquoi et on saura comment gérer. C'est peut-être anxiogène de dire ça, mais voilà où j'en suis moi maintenant. Je suis pas sûr que ce soit anxiogène, c'est être honnête. C'est accepter que peut-être on est en train de se tromper, mais qu'on a besoin de se tromper pour pouvoir réorienter à ce moment-là. Ça nous apprend toujours quelque chose finalement. Là, par rapport à Margot, vous vous voyez encore ? Alors on se voit encore de manière très espacée. Je l'ai vu il y a 3 semaines. On travaille surtout maintenant sur un de ses objectifs, reprendre la course à pied. Vous en êtes où ? La dernière fois que je l'ai vue, elle avait couru pendant une petite dizaine de minutes sans avoir de douleur. Sachant qu'on a commencé, elle courait 4 minutes et puis elle avait mal. Donc on a regardé un peu aussi comment elle courait. Elle courait comme elle était debout. On a eu aussi ce travail de détente au niveau de la course. Ce dont j'avais envie de parler en faisant ce projet avec toi, c'est ça. Tu t'es pas juste occupé d'une douleur. Tu as travaillé avec cette personne dans son travail de tous les jours, puis dans son loisir pour essayer d'en chasser la douleur. On s'arrête souvent trop tôt à l'antalgie du quotidien. On va pas assez loin dans la recherche d'un retour à leur loisir. C'était un objectif qu'elle avait vraiment bien explicité en début de bilan, donc il fallait un petit peu monitorer ça. Là, ce qu'on a convenu, on se revoit la semaine prochaine. Après, elle vole de ses propres ailes. On aura fait en tout 5 séances. Elle sait ce qu'elle doit faire, comment elle doit se gérer. S'il y a un accident de parcours, on se téléphone, on se revoit et on se reverra peut-être dans 6 mois pour faire un point, voir où elle en est. C'était quoi le projet pour la course ? On a travaillé en disant, voilà, vous allez courir 4 minutes détendues et on voit s'il y a des douleurs qui arrivent après, qui arrivent le lendemain, si la raideur matinale est accentuée ou pas. Et en fonction de ces petits feux rouges, feux verts, feux orange, on modifie la course ou pas. C'est elle qui se monitore. D'accord. Donc suspense. Pour la semaine prochaine, ouais. Voilà, donc pour l'instant, les objectifs, ils sont pour la plupart atteints. Là, les 2 enjeux des mois qui vont venir, c'est comment va évoluer la douleur, qui aujourd'hui est quasiment absente, et est-ce qu'elle va arriver à bien gérer sa reprise de la course à pied et des activités physiques qu'elle a à côté. Voilà. Ce que j'aime bien avec cette patiente, c'est que c'est la patiente typique auquel s'adresse le message qui est véhiculé par Peter O'Sullivan et les membres du groupe Pain Aid. C'est le patient qui a des croyances, qui s'est petit à petit enfermé dans une restriction de mouvement et que l'on va ramener à constater par lui-même que ses croyances sont peut-être erronées et surtout qu'il peut bouger, qu'il peut récupérer énormément de choses. C'est une approche qui m'a énormément apporté dans ma pratique. Moi, ce que j'avais retenu de cette formation, c'est que le premier objectif, c'était donner du sens à la douleur. Je m'étais dit, je sais, depuis, je pose toujours la question s'ils ont compris ce qui se passait et pourquoi ils avaient mal. Et je me suis rendu compte que non seulement ils n'avaient pas compris, mais que la plupart du temps, moi non plus, j'avais pas compris. Donc, ça m'a un peu remis à ma place. Et comme tu dis, là, tu l'as à peine touchée finalement. Elle a tout fait toute seule. Il y a juste eu des appuis pour qu'elle prenne conscience du niveau de tension des muscles paravertébraux et de sa sangle abdominale lorsqu'elle était assise et debout initialement. C'est un feedback, ce qui n'est pas une technique de manipulation en soi. Ça montre une image de la kinésithérapie à laquelle on n'est pas réellement habitué. Moi, ce qui me plaît là, c'est que tu lui rends les clés en fait. Tu lui dis voilà, je vous laisse faire, je vous guide, mais elle reprend le contrôle. Ça, exactement. Ça a vachement de sens et je me demande alors dans quelle mesure est-ce que ça participe pas justement à ce que ces douleurs se résorbent. Elle sait pourquoi, elle sait comment, elle sait où elle va et elle a confiance. Elle sait qu'à tout moment la porte est ouverte. Je me demande le nombre de patients qui voient les épisodes revenir et qui arrivent à les gérer seuls. Je pense que je devrais leur demander de m'écrire quand c'est comme ça. C'est peut-être une bonne idée, ouais. Le fait de dire aux gens, voilà, vous savez quoi faire. J'utilise souvent ça chez des patients qui ont des douleurs lombaires et chez qui les mouvements répétés fonctionnent très bien. Maintenant, moi, dans des approches comme celle-là, je dis qu'on va essayer de trouver ensemble quel mouvement est le médicament de leur douleur. Et quand on a un mouvement qui marche,
Je dis maintenant, vous avez le médicament, vous savez quoi faire. J'aime bien parce que ça permet d'évoquer les effets indésirables, mais aussi l'effet attendu. Tu as pas peur d'être un peu culpabilisant avec cette phrase? Je ne sais pas parce que je ne le fais pas à tout le monde. D'accord. Je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que c'est parce que c'était dit auprès de patients qui sont prêts à l'entendre ou à le recevoir, ou la volonté de leur montrer qu'il y a d'autres possibilités que la thérapie manuelle ou le massage pour qu'ils aillent mieux et qu'il y a des possibilités qu'ils ont eux en leur possession. J'y réfléchirai la prochaine fois que je le dirai, j'essaierai d'écouter. Merci à tous de nous avoir écoutés et puis on vous dit à très bientôt. Sur le temps d'un lapin.